un gilet jaune. Un gilet jaune, c'est cette catégorie de Français travailleuses, silencieuses, à qui on demande tout, à qui on demande toujours plus de payer et qui aura toujours moins et qui a décidé un jour de se réveiller et de revendiquer pour pouvoir accéder au mieux vivre et surtout pouvoir vivre de son salaire. Des gens qui vivent leur quotidien difficilement et qui attendent beaucoup plus de la démocratie et de la représentativité. Comme ce n'est pas fait, comme ils n'obtiennent pas satisfaction, eh ben, ils le font par eux-mêmes parce qu'on n'est jamais mieux servi que par nous-mêmes. C'est des gens qui mettent un gilet jaune pour laisser de côté tout ce qui les rattache à un idéal, à une religion, à une race, à une couleur, à une classe sociale, à un parti. C'est juste de dire, en tant que citoyen, on a le droit à la parole et on revendique pour nous parce que personne nous pose la question de ce qu'on a besoin et rien n'est décidé en fonction de nos réels besoins et de ce qu'on aimerait qu'il y ait pour nous dans la société. El movimiento de los chalecos amarillos fue el movimiento social más largo y único que se ha vivido en Francia desde la instauración de la Quinta República en 1958. Miles de personas se manifestaron cada sábado en las principales ciudades de Francia, manifestaciones que se denominaban actos durante un periodo de 15 meses. Las principales reivindicaciones eran un cambio en la política fiscal y evitar un aumento de los precios en la energía como la gasolina, mejorar el nivel de vida de las clases populares y restablecer el impuesto sobre la fortuna. Las protestas mostraron algo inédito. Los mandos de la policía francesa, así como los gendarmes, quedaron sin control ante la magnitud de las protestas. Pero la respuesta del Estado fue una represión nunca antes vista. A pesar de la duración del movimiento, las reivindicaciones no fueron escuchadas y 4 años después, este es el sentimiento. Un ressenti de mépris toujours de ce gouvernement, le sentiment d'impuissance de pouvoir se faire entendre, avec une manipulation des gouvernants pour faire taire la contestation sociale, avec des moyens qui sont utilisés pas beaux du tout, où ce gouvernement et les gouvernements successifs n'ont vraiment pas franchement besoin de montrer du doigt d'autres pays qui se disent moins démocratiques. On a eu énormément de blessés, énormément de gens condamnés, énormément de gens interdits de manifester, interdits aussi de pouvoir revenir sur des lieux au risque de se faire arrêter ou blesser, énormément de gens qui, pendant ce mouvement, ont été mutilés. Et je pense que ce n'est pas digne d'un pays comme la France où, normalement, un président est là, censé écouter, défendre sa population. Au lieu de ça, plutôt que de le mépriser et de le réprimander. La otra cara de las protestas también se desarrollaba en el aspecto jurídico. C'était particulier à 2 égards. Le premier, c'est qu'en termes de nombre, c'est la première fois qu'il y avait autant de personnes qui étaient interpellées lors de manifestations. Et surtout, ce qui est important de souligner, c'est que c'est des gens surtout qui étaient interpellés aussi avant même les manifestations. Et il n'y avait pas vraiment de précédent dans ces interpellations qu'on a pu appeler de préventives. C'est-à-dire qu'il faut savoir que pendant le mouvement des Gilets jaunes, très rapidement, les personnes qui venaient manifester à Paris ont été interpellées aux stations de péage, à la descente des bus, dans leurs voitures, dans les stations, à la sortie des stations de métro. Et donc, elles ont été interpellées, elles ont été placées en garde à vue de manière préventive parce qu'on considérait qu'elles allaient participer à un groupement en vue de commettre des violences ou des dégradations. Donc les gens étaient interpellés avant même d'avoir pu mettre les pieds en manifestation. Ensuite, une des particularités aussi du mouvement des Gilets jaunes et des interpellations et des arrestations, c'est que les gens qui participaient à ces manifestations, les Gilets jaunes, sont des gens qui n'étaient pas du tout habitués des manifestations et qui n'étaient pas donc non plus habitués de la répression, de la justice et de la police. Entrevisté a la abogada Ainhoa Pascual, que estuvo en defensa de los chalecos amarillos, ya que las detenciones se hacían de forma arbitraria e incluso cuestionadas por instituciones internacionales, pero también el uso de armas de la policía. Du fait des techniques employées de maintien de l'ordre, des interpellations préventives, mais aussi du type d'armes utilisées en manifestation. Il faut savoir que la France est un des rares pays qui utilise des armes militaires
dans le cadre du maintien de l'ordre. C'est notamment le cas des GM2L. Donc, et à l'époque, c'était les Glyph-4 qui ont pour partie mutilé des gilets jaunes. Les flashballs, tout ça, ce sont des armes qui sont utilisées que dans le maintien de l'ordre français, qu'on n'utilise pas par exemple en Allemagne ou en Angleterre, alors même que c'est des pays qui connaissent des manifestations d'ampleur et d'intensité équivalentes. Ce que ça a produit pour effet, c'est qu'il y a énormément de gens aujourd'hui qui n'osent plus aller en manifestation. Parce qu'ils ont peur. Ils ont peur de la répression, mais ils ont aussi peur des violences, ils ont peur d'être blessés, d'être mutilés. Donc c'était une façon de faire taire le mouvement, mais qui a aussi eu évidemment des conséquences sur les manifestations postérieures au mouvement des Gilets jaunes. Las consecuencias fueron evidentes para cualquier tipo de manifestación y manifestantes post-chalecos amarillos. El 16 de junio de 2020, después del primer confinamiento por la crisis sanitaria de COVID-19, fue el personal médico que salió a la calle a exigir mejores condiciones de trabajo y mayores recursos al hospital público que estuvo al borde del colapso en la primera ola de COVID-19. Al personal médico, sin distinción alguna de otros manifestantes, se les tiró gases lacrimógenos. La represión siguió, por ejemplo, contra la Ley de Seguridad Global, que buscaba mayor control policial sobre la vida privada de las personas, y un punto sensible era la prohibición de grabar a la policía durante las protestas. Este último fue desechado por el Consejo de Estado, pero la represión en las calles siguió. Primero de mayo de 2021, miles de trabajadores salieron a las calles para el Día del Trabajador. La estrategia de la policía era separar en dos la manifestación y después de algunos altercados y una vez los contingentes divididos, la estrategia fue la misma. Regresando al tema de las armas usadas por la policía, estas son poco fiables y tienen fallas de fabricación. Alors en effet, le gouvernement ne tire pas les conséquences de la situation. Notamment, il y a la Glyph-4 qui a été retirée. En tout cas, c'est l'annonce qu'avait fait Monsieur Castaner officiellement. Mais la réalité, c'est qu'en fait, la Glyph-4 qui était très dangereuse, elle avait des défauts de fabrication. On a épuisé ses stocks.
notamment dans le cadre du mouvement des Gilets jaunes. Et ensuite, elle a été remplacée par une autre arme qui s'appelle la GM2L et qui est absolument équivalente. Donc voilà. Donc le LBD, c'est pareil. On sait qu'il y a des loupés, entre guillemets, hein, parce que c'est une arme qui n'est pas très précise et que du coup, même si le policier vise le torse, eh ben, il suffit que le manifestant fasse un mouvement ou même que le policier ne tire pas exactement. Et ça se retrouve dans le visage des personnes qui sont visées. Los LBD, por sus siglas en francés que significa lanceur de balles de défense o lanzadores de balas de defensa, dispara esta bala de goma. En un primer reporte de Amnistía Internacional, durante los primeros meses más álgidos del movimiento de los chalecos amarillos, la policía disparó 13.460 balas de goma únicamente en el periodo de noviembre 2018 al 26 de abril del 2019. Es decir, en los primeros 5 meses de 15 que duró el movimiento. El 2 de febrero de 2019 hablé con Florent Marcy, un documentalista experimentado en zonas de guerra, quien vino a documentar a los chalecos amarillos. Una semana antes de esta entrevista recibió un LBD en la cara. Le pouvoir est dépassé, ils enclenchent une mécanique de contrôle qui passe par une forme d'intimidation, ça leur échappe à nouveau et il y a une surenchère. Évidemment, l'utilisation d'armes ou alors des manifestants qui peuvent aussi avoir la volonté d'en découdre avec la police, va créer une espèce d'engrenage de surenchère. Et au bout d'un moment, on ne comprend pas trop ce qui se passe, c'est-à-dire qu'on a des justifications de la part du pouvoir au sommet de l'État, d'armes qui finalement vont éborgner, vont défigurer des personnes. Moi, j'ai beaucoup de chance dans ce qui m'arrive, et c'est très étonnant, c'est-à-dire que ce genre de choses, il y a 5 ans en France, on ne pouvait pas l'imaginer par exemple au niveau politique. Là maintenant, il y a un engrenage même, c'est pas seulement de l'arme, mais de la façon dont il y a un déni. Il y a vraiment un déni, le mot déni est peut-être même pas suffisant, hein. Je dis pas ça, je suis pas anti-Macron ou quoi que ce soit, je suis pas partisan d'un côté ou de l'autre, mais c'est plus qu'un déni, c'est un mensonge on peut dire maintenant, qui est organisé. Il y a un mensonge jusqu'au sommet des forces de l'ordre et puis même au-delà, au niveau politique. C'est-à-dire on va minimiser le nombre de blessés, on va nier même certaines blessures. Lorsqu'un homme, comme la semaine dernière, un manifestant prend un tir dans l'œil, on ne sait pas ce que c'est, un éclat de grenade ou autre, on va tout de suite catégoriquement nier que c'était un LBD 40, sans avoir les éléments en main, alors qu'en fait il y a des tas de gens qui ont filmé, je fais partie de ceux qui ont filmé, et il se trouve qu'en plus j'avais une vidéo, j'étais à côté de celui qui était blessé, qui montre qu'il y a un tir. Au niveau du son, on entend qu'il y a un tir de LBD 40, je ne sais pas si ce tir atteint l'œil, il est peut-être blessé par l'éclat, mais en tout cas il y a un tir qui est exactement en même temps quasiment que la grenade. Donc on se demande, quand on réfléchit un minimum, qu'est-ce qui est en train de se passer dans la tête réellement du pouvoir par rapport à ce qui se passe là? Parce que c'est à la fois, évidemment tout est relatif. Moi-même je suis habitué à travailler dans des endroits un peu plus, on va dire, dangereux, des zones un peu de guerre, donc c'est à la fois pas très important par rapport à ce que j'ai vu ailleurs, quelque part en termes de gravité, même s'il y a des choses très graves, c'est quand même pas comparable. Et en même temps, on se demande ce que ça va devenir. Qu'est-ce qui va se passer? Parce que quand on voit la mécanique qui est en marche, c'est-à-dire intimidation plus déni, ça conduit à des choses qui sont catastrophiques, quelque part. Algunas semanas antes a las primeras denuncias de violencia policial, a inicios de enero de 2019, el discurso gubernamental quedaría, a lo largo de toda la crisis, no hay violencia policial. Moi, je ne connais aucun policier, aucun gendarme qui est attaqué des Gilets jaunes. Par contre, je connais des policiers et des gendarmes qui utilisent des moyens de défense de la République, de l'ordre public. Et vous savez, il n'y a pas de liberté sans ordre public. Et donc, quand elles sont effectivement acculées, elles utilisent des moyens. Mais naturellement, je n'ai jamais vu un policier ou un gendarme attaquer un manifestant ou attaquer un journaliste. En cuanto a los manifestantes, Jérôme Rodríguez queda una imagen de los chalecos amarillos, pero también un símbolo de las víctimas por violencia policial. Él no corrió con la misma suerte, la policía le disparó con un LBD y perdió su ojo derecho. A lo largo de todo el movimiento, 24 manifestantes franceses perdieron su ojo por esta arma y 5 perdieron la mano
por las granadas de dispersión durante todo el movimiento de los chalecos amarillos. Mon avocat me dit j'ai une affaire où il n'y a jamais eu autant de vidéos qui prouvent la culpabilité du flic. Ça fait 4 ans que j'attends. 4 ans que j'attends. D'accord? Et la seule chose dont le monsieur a bénéficié comme punition, c'est 5 jours de suspension de travail. Le dernier mec qui a pris 5 jours de suspension, c'est un copain à moi au collège qui avait pété une vitre. Vous faites quoi? J'ai fait quoi de mal? J'ai respecté les préceptes des cours d'éducation civique que j'ai reçus au collège. Pays mère patrie des droits de l'homme, pays des libertés, égalité, fraternité. Et dès que tu dis poum, tu t'en prends une dans la gueule. Moi, les gens ne vont plus manifester parce qu'ils ont peur. Peur de Macron, peur de la police. Parce qu'aujourd'hui, on vit depuis 40 ans, c'est l'âge que j'ai, dans un système où les politiques, à défaut de pouvoir répondre à l'ensemble des citoyens, envoient les policiers pour leur répondre. On n'a pas compris quoi dans ce pays? Ainhoa Pascual confirma que en los casos que ella trata, los juicios son largos cuando se trata de violencia policial. Les procédures pour les personnes, les gilets jaunes qui ont été blessés sont très très longues et effectivement à ce jour, donc presque 4 ans après, dans les dossiers que nous suivons nous n'avons aucun policier qui a été condamné pour les violences en manifestation. Donc on a plein de dossiers qui ont été classés sans suite, on a des instructions qui sont encore en cours, donc des dossiers dans lesquels l'enquête avance, se poursuit, mais c'est vrai que 4 ans après, alors même que dans certains dossiers nous avons des policiers qui ont été identifiés et que nous avons donc tous les éléments de contexte, il n'y a pas encore eu de condamnation des membres des forces de l'ordre. Donc dans les procédures dans lesquelles les policiers, les procédures classées sans suite ou les procédures dans lesquelles les policiers ne sont pas condamnés, il existe quand même une alternative, en tout cas une possibilité pour les personnes qui ont été blessées d'engager la responsabilité de l'État directement pour le préjudice qu'elles ont subi. Et en fait, dans cette procédure-là, qui a lieu devant les tribunaux administratifs, il faut démontrer que la personne a été blessée dans le cadre d'une opération de maintien de l'ordre par les armes de la police. Et donc si elle établit ce lien de causalité-là, et ensuite une faute dans l'usage des armes, c'est directement l'État qui sera condamné à indemniser la personne pour le préjudice qui est subi. 4 años después, por primera vez, los miembros de los chalecos amarillos fueron recibidos por los parlamentarios, únicamente por el grupo Francia Insumisa, quienes pedirán una comisión parlamentaria para seguir investigando a la violencia de la policía durante el movimiento y para escuchar y hacer pasar las peticiones en la Asamblea Nacional. Durante la conferencia con los diputados de la Francia Insumisa, un periodista le preguntó por qué no han organizado manifestaciones con el contexto actual económico. Jérôme Rodríguez queda como una personalidad a la cual le es prácticamente imposible poder estar en un lugar público sin que haya una intervención de la policía. Parce que moi, quand je sors dans la rue, avant de faire le con, j'y réfléchis à 2 fois parce que je sais que j'ai la justice qui m'attend. Aujourd'hui, si je réfléchis à 2 fois d'aller moi en manif, c'est parce que j'ai les renseignements généraux qui m'attendent et que j'ai les flics qui me courent après. Oh, ma gueule, elle est interdite. Demandez à votre collègue journaliste qui a été interdit de filmer devant l'Assemblée nationale. Parce que je suis là. Il n'est pas venu me faire chier moi, parce qu'il savait que je venais à l'Assemblée, mais il est venu faire chier votre collègue. Et je vous entends pas. Nous sommes des mécréants, nous sommes des séditieux. On engage la sûreté nationale de quoi? Parce qu'on veut bouffer à la fin du mois? Parce qu'on veut avoir un salaire en conséquence qui puisse emmener l'ensemble des gens à la fin du mois, l'ensemble des familles? Or, vous connaissez la lourdeur de notre vie, qui est identique à celle de tous les Français? Efectivamente, se nos prohibió poder realizar la entrevista a las afueras de la Asamblea Nacional antes de poder entrar a la conferencia. On va vous voir pour savoir si vous avez une autorisation pour installer un trépied et filmer. Ah, faut voir avec le journaliste. Je suis pas journaliste, je suis interviewé. Ah bon, vous êtes interviewé. Donc, rien à voir avec les autorisations. C'est pas comme si on se connaissait. Est-ce que vous avez des autorisations, monsieur? Pas du tout. Voilà, donc on m'a dit que l'utilisation d'une caméra sur trépied sans autorisation est interdite sur Paris. Sur Paris? Ah, sur trépied. Donc enlève là du trépied alors. Non, mais même si vous n'avez pas d'autorisation pour filmer, vous savez très bien qu'il vous... Ah, je suis pas au courant du tout. Oui, c'est 73, je pense qu'il faudra... On est dans un pays de liberté, donc un journaliste doit demander l'autorisation de faire son travail. Absolument. Dans ce pays comme la France.
Hasta el día de hoy, las únicas detenciones que se tienen registradas son de noviembre de 2018 a julio de 2019. 11.200 personas fueron detenidas, de las cuales 5.962 fueron puestas en libertad sin ningún tipo de acusación, y quienes fueron condenadas no constituía una infracción penal para Amnistía Internacional. Uno de los principales escenarios, si no es que el más emblemático que marcó el movimiento de los chalecos amarillos, fue aquí en los Campos Elíseos en aquel noviembre de 2018, que marcó el inicio de 15 meses de protestas, de movimiento, también de revueltas, pero también este movimiento de los chalecos amarillos marcó un antes y un después sin precedentes debido al mantenimiento del orden público por parte de la policía, que reprimió duramente estas protestas y que hoy en día se resienten estas consecuencias debido a que los franceses ya no quieren salir a las calles para manifestarse. Ironías de la vida, en aquel momento de 2018, finales de año 2018, las protestas iniciaron por un aumento a la gasolina que iría hasta €1,40. Hoy en día, con la inflación y la situación de crisis energética que atraviesa no solo Francia, sino toda Europa, el precio de la gasolina ya supera los €2 por litro. Desde París informó para Canal 14 Medios Públicos de México, Miguel Martínez.